Le président, veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Huissier d'audience, veuillez appeler le témoin TCW 480. Bonjour, monsieur le témoin. Comment vous appelez-vous? Le témoin. Bonjour, monsieur le président, mesdames et messieurs les juges, bonjour à tous. Je m'appelle Norm Sopang. Le président. Je vous remercie, monsieur Norm Sopang. Portez-vous d'autres noms? Réponse. Je m'appelais Norm C. Chim, de mon nom d'origine. Je n'ai pas de pseudonyme. Le président. Quel est le nom que vous utilisez aujourd'hui? Votre nom actuel et officiel? Réponse. Je m'appelle aujourd'hui Norm Sopang. Question. Monsieur Norm Sopang, quelle est votre date de naissance ou quel âge avez-vous aujourd'hui? Réponse. Je suis né le 2 janvier 1952. J'ai aujourd'hui 60 ans. Le président. Merci. Où habitez-vous? Réponse. J'habite dans le village de Dei Krahom, dans la commune de Ta Sen, du district de Cam Ranh, dans la province de Battambang. Le président. Merci. Quel est votre métier? Réponse. Je suis actuellement retraité. J'étais enseignant à l'école. Question. Comment s'appelait votre père? Réponse. Il s'appelait Norm Chim. Question. Et votre mère?
Réponse. Elle s'appelait Un Tat. Question. Quel est le nom de votre épouse? Réponse. Elle s'appelle Nick Horn. Le président. Combien d'enfants avez-vous? Réponse. Nous avons 3 enfants. Question. Monsieur Nong Sopang, d'après le rapport fait par le greffier de la Chambre, vous n'avez aucun lien de parenté ni de connexion avec les partis, par exemple, y compris les partis civils. Vous n'avez pas de lien de parenté avec les accusés non plus. Est-ce exact? Réponse. Oui, c'est le cas. Le président. Toujours d'après ce même rapport, vous avez déjà prêté serment hier. Est-ce exact? Réponse. Oui, en effet. Le président. Merci. Nous allons maintenant vous informer de vos droits ici devant la Chambre. En tant que témoin, Monsieur Nong Sopang, vous avez le droit de refuser de répondre à toute question ou de faire toute déclaration qui pourrait vous emmener à vous auto-incriminer. Vous disposez donc du droit qui vous protège contre l'auto-incrimination. À titre de témoin, vous devez dire la vérité et rien d'autre que la vérité. Et vous devez répondre à toutes les questions qui vous seront posées par les juges du siège et par les différentes parties. Et pendant ce temps, vous êtes en droit de ne pas répondre à des questions qui pourraient vous emmener à vous incriminer vous-même. Ce que vous devez dire doit être basé sur des choses dont vous avez été témoin ou que vous avez vous-même vécu. Comprenez-vous vos droits et vos obligations, monsieur le témoin? Réponse. Oui, je le comprends, monsieur le président, et je vous remercie. Le président. Monsieur Nong Sopang, avez-vous été entendu par des enquêteurs du bureau des co-juges d'instruction? Si oui, combien de fois et à quel endroit ces entretiens ont-ils eu lieu? Réponse. Des enquêteurs sont venus me voir 2 fois. La première fois, c'était à l'école primaire Hunsen Un Luk en 2009. Question. Avant de comparaître devant la Chambre, avez-vous eu l'occasion de lire le procès verbal de cette audition qui a eu lieu à On Luk en 2009, et ce pour vous rafraîchir la mémoire? Réponse. Oui. J'ai relu ce document. Question. D'après vos souvenirs,
À votre avis, est-ce que le procès verbal d'audition concorde avec le récit que vous avez fait aux enquêteurs à l'époque? Réponse. Oui. Ces documents correspondent aux propos que j'ai tenus pendant les auditions. Le président. Merci. L'accusation va avoir l'occasion d'interroger ce témoin en premier lieu. Je vous en prie. Le coprocureur cambodgien. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames et Messieurs les juges. Bonjour à toutes les personnes ici présentes. Et bonjour à vous, Monsieur Nong Sophan. Je représente le bureau des coprocureurs. Et j'ai quelques questions à vous poser. Avant cela, si vous estimez que mes questions ne sont pas assez précises, je vous prie de me le faire savoir. Je serai ravi d'apporter les précisions nécessaires. Vous avez déjà affirmé avoir lu les procès-verbaux d'audition établis par les enquêteurs qui vous ont entendu. Je vous renvoie au document portant la cote suivante. En Khmer 0032 80 ou plutôt 8, 3, 23 et 24. En anglais 0033 40 44. En français 0041 16 93. Document E3 barre 64. Vous dites qu'en 1963, Monsieur Han, le chef du secteur, vous a nommé pour travailler à B17. Ma question est la suivante. Connaissez-vous le nom complet du dénommé Hang? Et de quelle façon avez-vous connu cette personne? L'avez-vous rencontré à nouveau ultérieurement? Réponse. Monsieur Hong m'a nommé à B17. J'ignore le nom complet de cette personne. C'était le secrétaire d'un secteur après à Uyghur, on l'appelait Hong. Et je ne sais pas s'il avait un nom complet. Question. Comment avez-vous fait sa connaissance? Réponse. Avant qu'il ne me recrute pour travailler à B17, il avait dirigé des sessions de formation politique visant à nous endoctriner politiquement. L'idée, c'était qu'avant de travailler pour le centre, nous devions nous discipliner. De façon générale,
On nous apprenait à agir conformément à la politique du parti. Nous devions être disciplinés, nous devions faire preuve d'une bonne conduite morale avant d'être autorisés à travailler pour le centre. Question. Avez-vous jamais rencontré à nouveau Hong? Savez-vous où cette personne réside actuellement? Réponse. Non, je n'ai plus jamais été en contact avec cette personne, je ne l'ai plus jamais rencontrée. Question. À quoi servait B17? À quel endroit B17 était-il situé et qui en était le président? Réponse. B17 était un lieu de rééducation. On y cultivait des légumes. C'était un lieu de production visant à ravitailler l'encart. Des gens pouvaient aussi y être envoyés pour suivre une formation avant d'être transférés vers le centre pour travailler pour le centre. La position des gens qui travaillaient à B17 était ainsi mise à l'épreuve. Et M. Dim était responsable de B17. Monsieur Dim est décédé. Question. Mes excuses, je vais devoir répéter ma question. Où se trouvait B17? Réponse. Je n'en connais pas bien l'emplacement géographique, mais je me souviens que cet endroit était près du village de Botnou. Mais j'ignore dans quel district c'était situé. Cela dit, je suis certain que c'était dans la province de Kampong Cham. Question. Que faisiez-vous exactement à B17 à l'époque? Réponse. À B17, je cultivais des légumes, des bananes, de la canne à sucre. Je ne faisais rien d'autre que cela. Question. En quelle année avez-vous participé aux sessions de formation relatives au télégramme? Est-ce que vous vous en souvenez? Réponse. C'était au milieu de l'année 1973. C'était à l'époque où je travaillais à B17. C'était environ 6 mois
après que j'ai commencé à travailler à B17 que j'ai assisté à cette formation sur les télégrammes. Question. Qui vous a envoyé suivre cette formation relative au télégramme? Réponse. Je ne sais plus qui m'a désigné pour cela, mais je me souviens qu'un jour, une motocyclette m'a emmené dans la jungle, après qu'on était venu me chercher. Question. Parlons de vos activités. Qui vous a enseigné les techniques relatives au télégramme? Combien de participants y avait-il aux sessions? Combien de temps durait chaque session? Et quels étaient les thèmes qui étaient abordés? Réponse. C'était un dénommé Pon qui nous apprenait à traduire les télégrammes. Il y avait d'autres participants, y compris T et d'autres dont j'ai oublié le nom. À l'époque, j'ai appris à traduire des télégrammes sur le tas. Très vite, après le début de la formation, j'ai pu exercer de façon compétente. Question. Combien de personnes ont-elles assisté aux sessions de formation consacrées au télégramme? Combien de temps durait chaque session et à quoi servait la formation? Réponse. Au début, j'y étais seul. Il n'y avait aucun autre participant à la formation. Celle-ci visait à enseigner la traduction et la réception des télégrammes secrets qui devaient m'être envoyés aux fins de traduction. Et après la traduction des télégrammes, il fallait les envoyer à l'encart. Question. Permettez-moi de lire un passage de la page 0032, 80, 34 et en anglais 0033, 40, 44, en français 0041, 16, 94. Il s'agit d'un extrait du PV d'audition de témoin. Vous avez dit que Pon était le chef de groupe. Vous dites que c'est lui qui vous a formé et qu'il y avait 4 ou 5 personnes dans la section de télégrammes. Or, vous avez dit à l'instant que vous étiez seul à la formation. Pouvez-vous préciser? Réponse. Cette déclaration est exacte. En fait, au début, j'étais le seul stagiaire à la session. Les autres avaient déjà reçu une formation et étaient déjà compétents, en tout cas suffisamment pour ne pas avoir besoin de formation complémentaire. Le coprocureur. Merci beaucoup pour ces précisions.
Dans la pratique, de quelle façon accomplissiez-vous votre travail et de quelle façon communiquait-on? Réponse. Après réception d'un télégramme crypté, je devais le traduire en application des documents secrets dont le contenu devait être remis à M. Pon, lequel, en même temps, s'arrangeait pour qu'il soit envoyé à l'encart. En réalité, il y avait des télégrammes qui m'étaient envoyés et qui provenaient de la zone des bases ou du champ de bataille. Ces messages étaient envoyés par communication radio ou par télégramme. Ensuite, le messager était chargé par M. Pon de nous envoyer ces documents avant qu'ils soient transmis à la zone destinataire. Ça, c'est pour les messages qui arrivaient. Concernant les messages qui sortaient, la même règle s'appliquait. À savoir que Pon prenait réception du message sous la forme d'un télégramme ordinaire. Ensuite, il demandait à des gens d'envoyer cela à la section concernée aux fins de traduction et d'encodage. Après l'encodage, le texte crypté était envoyé au messager, lequel le faisait suivre vers les destinataires. Question. Je vous renvoie à la page 0032, 80-24 en khmer, en anglais 0033, 40-44 et en français 0041, 16-94, toujours dans le même document. Vous avez dit ici aux enquêteurs qu'à B17, vous aviez rencontré Pol Pot et Nuon Chea. Ma question est la suivante. B17 était-il le lieu de travail et de résidence de Pol Pot et de Nuon Chea? Réponse. B17 était un bureau, un lieu où les gens devaient se forger et travailler pour l'encart. Ce n'était pas le lieu de travail de Pol Pot et de Nuon Chea. Question. À votre avis, que pouvaient bien faire Pol Pot et Nuon Chea à B17 quand ils y allaient? Réponse. Ils venaient à B17 parce que c'était un lieu de production. Ils venaient inspecter le travail de production. Ils venaient observer les progrès réalisés. En même temps, ils venaient vérifier les activités de production.
Je pense qu'il se rendait sur place pour se détendre et pour décompresser. Question. Comment saviez-vous qu'il s'agissait de Pol Pot et de Nguyen Chia? Réponse. Les gens qui vivaient et travaillaient à B17 étaient nombreux et il y avait des gens qui les avaient précédés sur place et qui connaissaient ces gens. Je leur ai posé la question. Je leur ai demandé qui pouvaient bien être les hauts dirigeants, car je ne les avais jamais vus ni rencontrés. Et on m'a répondu que telle personne était Bang Pol et que telle autre personne était Bang Nguyen. Voilà comment j'ai appris leur nom. Question. À part Pol Pot et Nguyen Chia que vous connaissiez, avez-vous jamais vu d'autres hauts dirigeants venir occasionnellement à B17? Réponse. Non. Je n'ai jamais connu d'autres hauts dirigeants. Je n'en ai jamais vu non plus aucun se rendre là-bas. Question. Revenons quelque peu en arrière. Vous dites avoir participé à une session de formation consacrée au télégramme. Je pense que vous n'avez pas dit combien de temps la formation avait duré. Je vous repose donc la question. En outre, après avoir assisté à cette session de formation, où avez-vous travaillé? Réponse. J'ai assisté à des sessions de formation consacrées au télégramme en 1973. J'ai acquis mes qualifications sur le tas en même temps. Une fois devenu compétent, en 1974, me semble-t-il, j'étais en mesure de travailler et mon groupe a été envoyé travailler ailleurs, à Prejek ou B20. Question. Quel était votre rôle à B20? Réponse. À B20, j'étais président de l'unité de traduction des télégrammes. Question. Qui était le responsable général de B20? Réponse. Je l'ignore. Question. B20
Était-il censé se mettre au service de l'armée ou des civils? Réponse. B20 était également un lieu de production. Participant au ravitaillement de l'Ankar. C'était aussi un bureau. Je ne suis jamais allé à d'autres bureaux. Je suis resté dans la bananeraie. Je n'ai pas quitté ce lieu de petite taille où je travaillais. Question. Vous étiez président de l'unité de transcription des télégrammes. Combien de gens comptait cette unité? Combien de subordonnés aviez-vous? បាទអ្នកដែលនៅក្រុមជាមួយខ្ញុំហ្នឹងគឺមាន Réponse. Dans mon équipe, il y avait moi-même, j'étais le chef de l'équipe, et Wang était le chef adjoint. Il y avait un autre membre, je ne me souviens pas très bien de son nom, il venait d'arriver, nous étions 3 seulement. Pon n'était pas dans mon service à cette époque. Le groupe était divisé en 2. J'étais à l'arrière et Pon a été envoyé sur le front avec Pol Pot à l'ouest de Phnom Penh. Question. Pourriez-vous nous décrire l'organisation du service des télégrammes au sein duquel vous travailliez? Comment était-il structuré? Réponse. En termes d'organisation de travail dans ce service, il y avait 3 unités qui étaient liées entre elles. J'étais dans celle qui était responsable du décodage des télégrammes. Et nous n'étions sous la responsabilité d'aucune autre unité. Nous étions autonomes. Même le président de B20 ne nous dirigeait pas. Nous étions en quelque sorte autonomes. Ensuite, il y avait un autre groupe qui s'appelait le groupe de réception et d'envoi de télégrammes. La 3e unité était le groupe de la radiodiffusion. Ces 3 groupes étaient distincts. Nous ne nous connaissions pas. C'est une organisation qui a été mise en place par Ankar et nous n'avions pas de contact entre nous. Chacun devait s'occuper de ses fonctions. Question. Tout à l'heure, vous avez dit qu'à B17, vous avez rencontré des dirigeants, c'est-à-dire Pol Pot et Nunchia. Ensuite, à B20, avez-vous rencontré des dirigeants à B20? Réponse.
Je n'ai pas rencontré de dirigeant à B20. Puisque tous les télégrammes qui étaient décodés étaient ensuite envoyés par des messagers qui les portaient aux dirigeants. Je ne savais pas où se trouvaient les dirigeants à cette époque. Mon rôle était de les décoder. Je ne savais pas à qui ils étaient destinés ni à qui ils étaient envoyés. Question. Lorsque vous étiez à B20, connaissiez-vous Pang? Et qui était ce dénommé Pang? Réponse. Je connaissais effectivement Pang. Je l'ai connu dès mon arrivée à B17. Dès mon arrivée à B17, c'est Pang qui m'a nommé à B17 et c'est lui qui m'a endoctriné. Pang nous supervisait et avait la responsabilité générale. C'était le supérieur de Dim également. Question. J'aimerais parler plus en détail du groupe des télégrammes qui était sous la direction de B20. Est-ce que c'était l'unité de télégrammes du centre? En d'autres termes, l'unité des télégrammes se trouvait-elle à l'intérieur de l'enceinte du B20? Réponse. Ça, je ne le savais pas. J'étais responsable uniquement du décodage de télégrammes. Je n'osais pas demander où se trouvait le bureau des télégrammes. Question. Vous dites donc que vous ignorez où se trouvait le bureau du centre. Saviez-vous à cette époque où se travaillait Pol Pot, où travaillait Pol Pot? Et, le cas échéant, à quelle distance se trouvait-il du B20? Réponse. Lorsque je travaillais à B20, j'ignorais où se trouvait le bureau du centre. Mais lorsque j'apprenais à décoder les télégrammes dans la forêt, d'autres m'ont dit que le bureau du centre était enfui dans la jungle. Plus tard, en 1974, mon groupe a été divisé en deux. Une partie a été rattachée au front et l'autre était à l'arrière. J'ignorais où se trouvait exactement le bureau du centre. Question. Je vais passer maintenant à l'envoi et à la réception de télégrammes. Donc, vous receviez des télégrammes qui étaient des rapports et vous envoyiez d'autres télégrammes qui étaient des consignes. Pourriez-vous nous dire quelle était la différence entre ces télégrammes entrants et les télégrammes sortants? Réponse.
Les télégrammes entrants et sortants étaient justement ce que vous venez de décrire. Les télégrammes entrants étaient des rapports qui provenaient des bases ou du front, qui envoyaient leurs rapports à l'arrière. Ceux-ci contenaient des informations sur les évolutions sur le front ou sur le champ de bataille. C'était donc des rapports que la base envoyait à l'autorité supérieure. Ensuite, il y avait des télégrammes sortants qui contenaient des directives, y compris des mesures, des instructions, des circulaires visant la mise en œuvre au niveau des bases. C'était donc des consignes envoyées par l'autorité supérieure vers l'autorité inférieure qui devait les mettre en œuvre. Question. Merci. J'aimerais parler encore des rapports renvoyés par la base vers les autorités supérieures. Ces rapports étaient-ils manuscrits ou étaient-ils dactylographiés pour ensuite vous être envoyés? Et lorsque ces rapports arrivaient, vous deviez ensuite les renvoyer vers l'autorité supérieure. C'est ainsi que le travail était organisé? Réponse. Habituellement, les rapports étaient cryptés avec des codes secrets. Donc, je devais les décrypter. Il y avait des numéros de code secrets sur toutes les pages. Ils étaient dactylographiés, parfois en khmer avec des numéros ou parfois avec des symboles, des signes que nous devions décoder. Parfois, ces rapports contenaient des lettres ou il y avait aussi des rapports qui venaient du front et des champs de bataille. Ces rapports étaient écrits, soit étaient sténotypés, soit étaient écrits en code, donc en crypté, avec des numéros de code qui nous étaient envoyés. Nous recevions toutes ces informations cryptées qu'il fallait ensuite décrypter. Et ensuite les faire partir avec des messagers qui les apportaient à l'autorité supérieure. Si les rapports étaient rédigés en khmer, je n'avais pas besoin de les décrypter, je n'avais qu'à les renvoyer à l'autorité supérieure. Mais si les rapports étaient cryptés, je devais d'abord les décrypter et rédiger et écrire le rapport ainsi décrypté avant de le confier au messager. Question. Puisque nous sommes là sur le terrain technique du décryptage de télégrammes, j'aimerais savoir comment les instructions ou les courriers ou les directives qui venaient de l'autorité supérieure se présentaient. Étaient-ils cryptés ou étaient-ils écrits? Et à ce moment-là, est-ce que c'est vous qui deviez les crypter avant de les
retransmettre. Réponse. Les directives provenant de l'autorité supérieure et qui devaient être transmises à l'autorité inférieure se présentaient ainsi. Il y avait des secrétaires. Les secrétaires devaient noter les instructions données par les dirigeants. Ensuite, ces secrétaires écrivaient les instructions sous forme de courrier, donc c'était rédigé normalement. Ces textes étaient ensuite envoyés ou portés à notre groupe, et c'était nous qui devions encrypter le message et le traduire en code secret. Mais ce n'est pas tout, je devais également m'assurer que l'ensemble du message était crypté sous forme de chiffres pour que personne ne puisse le lire à l'exception du destinataire. Une fois crypté, je devais le mettre sous enveloppe et l'envoyer. Je devais également l'envoyer au service qui tapait ces messages avant de les envoyer afin que ce soit dactylographié. Question. Pourriez-vous expliquer à la Chambre concernant les télégrammes qui arrivaient du front et du champ de bataille et concernant les directives envoyées par l'autorité supérieure vers les autorités inférieures? Qui étaient les messagers qui transmettaient les rapports vers l'autorité supérieure? Et à qui étaient envoyés ces télégrammes? Quels étaient les dirigeants qui les recevaient les plus fréquemment? Réponse. Pour ce qu'il y a des rapports, ils étaient adressés à l'ANCAR. Lorsque je travaillais dans la jungle, j'ignorais les destinataires des télégrammes. Je ne savais même pas qui représentait l'ANCAR à cette époque. Après avoir décrypté les télégrammes, je les envoyais à ANCAR, mais je ne savais pas qui était ANCAR à cette époque. Je ne faisais qu'envoyer les télégrammes par l'intermédiaire de messagers. Mais la personne que je voyais souvent comme destinataire avec signature, normalement, le nom de Paul était mentionné comme étant le signataire des télégrammes, et moi j'avais compris que Paul désignait Pol Pot et il recevait fréquemment les télégrammes. Question. Et
Et pour ce qui est des autres rapports où il n'y avait pas de signataire, où il n'y avait pas de nom, à qui était-il envoyé? Réponse. Parfois, des rapports ou des télégrammes étaient envoyés au frère Noun, mais ceci était ponctuel, ce n'était pas très fréquent. Question. J'ai encore une question concernant les rapports et télégrammes envoyés par l'autorité inférieure vers l'autorité supérieure. Vous avez dit que vous deviez crypter ou décrypter ces messages. Une fois que le message était crypté ou décrypté, qui avait l'autorité de désigner les destinataires de ces messages? Réponse. Lorsque je travaillais au groupe de décodage de télégrammes, il y avait deux périodes différentes. Lorsque j'étais dans la jungle, je ne connaissais pas très bien la procédure de travail. Mais en 1975, après la libération de Phnom Penh, je me suis installée à Phnom Penh. Et à ce moment-là, j'ai appris qui avait l'autorité de nous confier des tâches à faire. C'était le président de mon unité qui s'appelait Pan, et c'est lui qui avait l'autorité de désigner les destinataires des télégrammes. Question. J'aimerais en parler davantage. Lorsque vous receviez des télégrammes provenant de l'autorité inférieure, est-ce que vous avez observé les noms des destinataires des télégrammes? Est-ce que c'est quelque chose que vous pouviez voir? Réponse. Dans le cas de ces rapports entrants, je ne voyais pas à qui ils étaient destinés en copie. Mais dans les salutations, il y avait des cris envoyés à Frère Paul ou à Bureau 870. Mais les noms des destinataires en copie n'étaient pas mentionnés. Pon était le seul qui pouvait décider de qui devait recevoir ces télégrammes. Question. J'aimerais vous parler maintenant des directives envoyées par l'autorité supérieure vers la base. Rappelez-vous le contenu des directives que l'autorité supérieure envoyait habituellement aux échelons inférieurs. Réponse. Ces directives avaient différentes formes en fonction de la nature des rapports.
Cela dépendait notamment des rapports de la base qui demandaient à l'autorité supérieure de leur faire part des décisions. Les autorités supérieures envoyaient leurs commentaires ou des instructions en réponse aux demandes envoyées par l'autorité inférieure. Il y avait différents types de directives provenant de l'autorité supérieure. Cela concernait l'économie, la politique, les affaires sociales, les conditions générales et la situation dans le pays en général. Afin de faire en sorte que les échelons inférieurs comprennent la situation alors que les circonstances évoluaient. C'était ça en général que l'autorité supérieure envoyait aux échelons inférieurs. Question. Vous avez mentionné des directives concernant l'économie et la culture. Qui avait la responsabilité de prononcer ces décisions et ces directives concernant l'économie, par exemple, d'après les télégrammes que vous avez vus? Réponse. La majorité des télégrammes concernant l'économie provenaient du comité du bureau 870. Normalement, les directives provenant du bureau 870 concernaient la situation générale dans le pays dans tous ses aspects. Cela ne se limitait pas uniquement à l'économie et à la culture. Mais les dirigeants qui étaient responsables de l'économie et de la culture étaient différents. Bien sûr, l'économie et la culture, c'était deux choses différentes avec des responsables différents. Pour ce qui est des affaires économiques, à cette époque, si je me souviens bien, il y avait une personne qui était responsable du ravitaillement des bases et cette personne était Khieu Samphan. Après, pour les affaires culturelles, s'il y avait des questions de moralité dans la société, par exemple, je pense que c'est Nunchia qui était responsable de cela. Donc, il y avait des portefeuilles différents qui étaient confiés à des gens différents. Et Pol Pot, c'était celui qui surveillait tous les secteurs et qui avait le droit de dire ce qu'il voulait concernant qui que ce soit. Question. Vous avez dit que M. Khieu Samphan avait la responsabilité du ravitaillement en matériel. Comment saviez-vous qu'il avait cette responsabilité? Réponse. M. Khieu Samphan n'était pas difficile à connaître. C'est lorsqu'il y avait une visite d'un chef d'État ou d'un représentant d'un autre pays, c'était Khieu Samphan qui recevait ses invités étrangers.
Normalement, avant d'envoyer ces matériaux pour ravitailler le niveau local, il envoyait d'abord un télégramme à mon unité pour que je puisse informer les autorités au niveau local des quantités de matériel qu'ils allaient recevoir à distribuer. Donc cela passait forcément par mon unité. Question. Il me reste encore quelques questions à vous poser. Est-ce qu'aujourd'hui vous vous rappelez avoir vu des télégrammes ou des consignes concernant l'attaque et la prise de Phnom Penh? Réponse. Je me souviens bien de ce télégramme. Nous avions eu certaines informations et fin 77, début 78 sont les dates à partir desquelles j'ai vu que des messages nous étaient envoyés au sujet des Vietnamiens dont les troupes approchaient de la frontière, ce qui a donné lieu à un conflit frontalier. J'ai aussi vu des combattants blessés que l'on transportait à Phnom Penh pour les soigner. Ils avaient été blessés dans le cadre du conflit à l'est de la frontière. Question. J'aurais quelques questions à vous poser sur l'année 77 par la suite, mais pour l'instant j'ai des questions à vous poser sur l'avant 1975. Avez-vous eu à traiter de télégrammes en rapport avec une attaque contre Phnom Penh? Réponse. Je suis désolé. Pouvez-vous répéter la question? De quoi parlez-vous? Parlez-vous de la capture de Phnom Penh par les Vietnamiens ou par les Khmers rouges? Le coprocureur. Merci de procéder ainsi. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir bien compris, veuillez le dire. Laissez-moi préciser. Ma question portait sur les événements précédant l'année 1975, autrement dit la période du régime de Lon Nol. Avant la capture de Phnom Penh par les Khmers rouges, peut-être que des messages ou des télégrammes ont été rédigés concernant une attaque contre la ville ou une évacuation de sa population. Avez-vous jamais reçu de messages de cette nature? Réponse. Concernant les plans de libération de Phnom Penh et la lutte contre les soldats de Lon Nol, j'ai reçu des instructions concernant des attaques à mener contre telle ou telle cible. Il y avait en effet un plan qui existait. Des munitions étaient également prêtes
Les bases avaient aussi demandé des armes et des munitions pour pouvoir attaquer efficacement. Je m'en souviens bien. Mais concernant l'évacuation de la ville, je ne me souviens pas avoir vu quoi que ce soit. Le président. Merci, coprocureur. Merci, témoin. La matinée touche à son terme. Les débats reprendront à 14 heures. Huissier d'audience, veuillez apporter votre concours aux témoins pendant la pause et le ramener dans le prétoire pour 14 heures. Si les débats reprendront à 14 heures, c'est parce qu'aujourd'hui, M. Yengsari va être ausculté. Les médecins ont besoin de temps pour procéder à cet examen. La parole est à la défense de Lunchea. La défense. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Très brièvement, on vient de m'informer que notre client a mal au dos, à la tête et a du mal à se concentrer. Il voudrait donc suivre l'audience depuis la cellule temporaire cet après-midi. Et nous avons remis un document de renonciation dans ce sens. Le président. La Chambre est saisie d'une demande déposée par Lunchea par le biais de son avocat. L'accusé demande à être excusé du prétoire pour le reste de la journée, en raison de son état de santé. La Chambre fait droit à cette demande. M. Lunchea pourra donc suivre l'audience depuis la cellule temporaire du sous-sol, et ce pour le reste de la journée. M. Lunchea renonce expressément à son droit d'être présent physiquement dans le prétoire. La défense de Lunchea est priée de remettre le document de renonciation portant la signature ou l'empreinte digitale de Lunchea, et ce immédiatement. Les services techniques sont priés de veiller à ce que la liaison audiovisuelle soit établie avec la cellule temporaire de M. Lunchea pour qu'il puisse suivre l'audience depuis là-bas. Agent de sécurité, veuillez conduire Lunchea et Kyo Sampan dans leurs cellules de détention temporaire respectives et ramener M. Kyo Sampan avant le début de la prochaine audience. C'est-à-dire à 14 heures. L'audience est levée.